Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère aussi que vous allez nous accorder la prochaine heure, tandis que nous allons analyser l'actualité politico-haïtienne, mais aussi l'actualité sociopolitique du monde noir. Tenez. Le métier que nous exerçons nous commande de suivre ce qui se fait, ce qui se produit, ce qui s'offre sur les médias sociaux. Or, voilà que deux événements m'imposent de vous parler d'immigration cette semaine. Le premier événement, c'est Donald Trump qui, tout dernièrement, cela remonte quand même à quelques jours, a dit d'un pays africain: votre pays pue. Bon. Donald Trump n'en est pas à sa première insulte sur les immigrants. Il avait déjà traité Haïti et d'autres pays noirs de trous de merde. Et là, comme si cela ne suffisait pas, après, bien entendu, qu'il a qualifié les Haïtiens de mangeurs de chiens, de mangeurs de chats. Et là, il y est allé d'une autre insulte en lançant tout bonnement cette fameuse injure, à savoir que votre pays pue. Bon. Vous l'aurez remarqué, Donald Trump a fait du sujet de l'immigration un cheval de bataille. Il a besoin de ce sujet-là pour nourrir sa base. Il a besoin de ce sujet-là comme de la viande rouge pour lancer à sa meute d'électeurs et d'électrices quelque chose de saignant. Or, Donald Trump est empêtré dans cette nouvelle saga d'Epstein, vous savez, cet homme d'affaires qui exposait la débauche des gens riches, qui exposait la débauche
des gens puissants, que ce soit en politique ou en affaires. Or, voilà que depuis que le ministère de la Justice publie au compte-gouttes, je dois dire, n'est-ce pas, les dossiers Epstein, eh bien, Donald Trump sent que la pression monte. Il sent qu'on va exposer au grand jour ses mensonges, lui qui disait n'avoir eu de relations que superficielles avec Epstein. Et donc, dans ce contexte-là, Donald Trump aura besoin de faire ce qu'on appelle dans le métier du news splitting. Il aura besoin d'attirer l'attention sur autre chose. Il aura besoin de casser la nouvelle qui semble être concentrée sur les dossiers Epstein pour qu'on parle d'autre chose. Bon. Or, le sujet de l'immigration en est toujours un qui rapporte aux politiciens. Vous vous souvenez, Donald Trump n'avait qu'à dire que les immigrants apportent la drogue chez nous, qu'ils violent nos femmes, qu'ils nous assassinent, qu'ils volent nos jobs pour que son taux d'approbation monte. Or, lui qui regarde, n'est-ce pas, les sondages qui sont publiés presque au quotidien, il réalise que beaucoup de ses promesses ne sont pas tenues et que même au sein de sa base, n'est-ce pas, MAGA, eh bien, son taux de popularité commence à baisser. Donc, Donald Trump va faire, n'est-ce pas, ce que tous les politiciens véreux font, c'est-à-dire il va créer des événements en inventant au passage, n'est-ce pas, des injures pour qualifier les immigrants. Et donc, c'est dans ce contexte-là que mon attention fut attirée sur une courte vidéo produite par l'intelligence artificielle, courte vidéo dans laquelle on imagine une scène, ma foi, possible, même si elle est improbable, dans laquelle tous les immigrants laissent les terres d'accueil. La vidéo semble être tournée quelque part en France, mais essayons de l'appliquer au contexte du Canada, essayons de l'appliquer au contexte américain et voyons ce qui pourrait arriver si tous les immigrants, encore faut-il qu'on définisse qui est immigré et qui ne l'est pas, car selon qu'on remonte à 50 ans, à 60 ans, à 100 ans, à 150 ans, à 200 ans, à 300 ans, on risque de réaliser que finalement, nous sommes tous des immigrants puisque nous sommes tous partis de l'Afrique mère. Bon, gardons les pieds sur terre, essayons tout simplement d'imaginer que les récents immigrants laissent les terres d'accueil. Voyons ce qui pourrait arriver à ces fameuses terres d'accueil. Donc, je vais vous parler d'immigration, pas pour m'en plaindre, pas seulement pour vous citer des chiffres, ce que je ferai, mais je vais vous en parler d'immigration pour soutenir le grand bien que cela pourrait faire à Haïti si Donald Trump mettait à exécution sa menace. Commençons par cette courte vidéo. On observera la pause par la suite et au retour de la dite pause, je vous présenterai un bref portrait de l'émigration haïtienne à travers le temps. Et vous verrez que l'Haïtien, dans son ADN, n'est pas quelqu'un qui aime laisser sa terre. Ce n'est pas quelqu'un qui aime laisser son pays. Cela lui a été imposé et ce goût pour le pays des autres n'est qu'un épiphénomène qui a été créé de mains étrangères au cours de ces dernières années. Mais un retour massif des Haïtiens vers Haïti, c'est la chose la plus providentielle qui pourrait nous arriver. On s'arrête ici le temps d'étudier, c'est le verbe que je veux utiliser, cette vidéo. Prenez le temps de la regarder, de méditer là-dessus, et je reviendrai dans un premier temps avec ma propre appréciation, mes propres commentaires de la dite vidéo, ce qui nous permettra de plonger dans le vif du sujet. À tout à l'heure, les amis. Vous êtes beaucoup trop ici. Vous faites trop d'enfants et l'État doit encore s'en occuper. D'accord, madame. On va rentrer. Allez, on rentre chez nous.
Désolé, les pensions ne passent plus, madame. Il n'y a plus assez de jeunes pour travailler et soutenir le système. Il y a presque personne, mais où sont Bardella, Zemmour, Hanouna et Sarko? Ils sont tous rentrés chez eux. Eux aussi étaient étrangers. Mais où sont passés tous les autres, Mohamed, Moussa, Charifi et tout le bazar? Ils sont tous retournés chez eux, monsieur. C'est pour ça qu'il y a presque plus personne ici pour récolter. Mais comment ça? Retournez où? Et mes tomates? Qui va s'en occuper? Ça n'avance pas du tout. On va y passer la journée. Il pourrait mettre quelqu'un de plus jeune quand même. Oh, je vous entends, hein. Je fais comme je peux, moi. Les jeunes, ils sont tous partis. Monsieur, s'il vous plaît, il vous resterait du ruban adhésif à 1 euro. Ah, désolé, moi je ferme. Vous pouvez aller chez le français juste en face, mais là-bas c'est 10 euros. Moi, je rentre en Chine. Ah, d'accord. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes le seul fast-food encore ouvert. J'ai très faim. Je veux juste un kebab. Désolé, madame. Je rentre en Turquie. Vous pouvez acheter du bœuf bourguignon pour 50 euros chez le français d'en face. Bonne nuit. Maman, je veux aller au concert de Gims, Dajou et Taïk. Il y aura plus de concert, ma chérie. Ils sont tous rentrés. Et Yous, Gazo, Keblak et Naza. On fait comment maintenant? Je les aimais bien, moi. Mais on trouvera autre chose, promis. Mais pourquoi tous les travaux sont en pause Ils ici? sont tous partis, monsieur. Je peux pas construire un immeuble tout seul. Ils vont annuler le contrat. Je suis foutu. Eh bien voilà, j'espère que vous avez étudié, c'est-à-dire suivi avec application, la vidéo que je viens de vous soumettre. Au fait, cette vidéo révèle quoi? Une chose, une grande vérité, c'est que les pays d'accueil ne peuvent pas se passer de l'immigrant. En sorte que l'immigrant est plus utile au pays d'accueil que le pays d'accueil n'est utile à l'immigrant. Et c'est une profonde vérité, ça. Puisque charité bien ordonnée commence par soi-même, j'essaie d'imaginer ce que serait le système de santé québécois sans l'apport massif des infirmières haïtiennes, des préposées haïtiennes, des auxiliaires infirmières haïtiennes et surtout des médecins haïtiens. Vous savez, je vous avais promis de parler de chiffres. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de médecins haïtiens au Canada qu'il y en a en Haïti. Et devinez, où sont formés ces médecins haïtiens? Je vous le donne en mille, en Haïti. J'essaie de m'imaginer comment le Québec pourrait se targuer d'être aujourd'hui un État universitaire avec beaucoup d'institutions universitaires n'était la contribution des professeurs haïtiens dans les années 50, lors de la fameuse Révolution tranquille du Québec. J'essaie d'imaginer ce que serait le système de santé américain n'était la contribution des médecins haïtiens qui représentent 13% des médecins noirs aux États-Unis. Là, je vous donne seulement quelques exemples en termes de contribution professionnelle, mais essayons d'imaginer ce que serait, exemple, le Québec sans le patrimoine immatériel des Haïtiens. Et là, je parle de notre patrimoine culturel. Essayons seulement d'imaginer, c'est là où ça va faire mal. Ce que seraient les sociétés occidentales n'était l'apport démographique des immigrants. Vous savez pourquoi le Canada est obligé d'ouvrir ses frontières aux immigrants? Mais c'est parce que le Canada est un pays sous-peuplé. C'est le deuxième plus grand pays de la Terre après la Russie, mais c'est un pays dont la population est inférieure à la population de l'État de New York, imaginez. Et cela veut dire plusieurs choses. Cela veut dire que l'armée canadienne est insuffisante numériquement. Cela veut dire, et c'est l'autre point qu'il faut souligner, si la population des sociétés occidentales est vieillissante, cela veut dire que dans les prochaines années,
il n'y aura pas suffisamment de travailleurs pour supporter les charges de l'État, car l'État n'invente pas l'argent. Les services que l'État offre, il peut se permettre de les offrir parce qu'il y a une main-d'œuvre jeune qui fournit du travail, qui permet à l'État d'offrir des services à sa population. Or, imaginez ce qui va se passer dans les prochaines années. Maintenant qu'on sait que démographiquement, les sociétés occidentales sont vieillissantes. Il faut de la main-d'œuvre pour permettre à la machine de l'État de tourner de manière à payer les pensions de ceux qui ont déjà travaillé, mais qui aujourd'hui ne sont plus sur le marché du travail. Donc, d'un point de vue démographique, les sociétés occidentales ont besoin des immigrants. Exemple, vous savez, au Québec, eh bien, on fait 1,1 d'enfants par couple. On ne fait même pas 2 enfants par couple. Vous savez qui enfante? Mais c'est les Arabes. Vous savez qui enfante? Les Africains, donc les immigrants. Donc c'est un bluff, c'est un grand bluff que d'imaginer que les sociétés d'accueil pourraient se passer de nous, les immigrants. Les sociétés d'accueil ont besoin de notre compétence, elles ont besoin de la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Elles ont besoin de nos enfants car ce sont des gens qui n'enfantent pas. Or, nous avons la bénédiction d'être féconds. Mais je vous réservais le meilleur pour la fin. Imaginez ce que les sociétés d'accueil deviendraient si tous les immigrants videraient leur compte bancaire, si tous les immigrants se débarrassaient d'une partie de leurs biens acquis en terre étrangère et les transféraient, ces biens-là, dans leur pays d'accueil. Imaginez, si tous les Haïtiens, qu'on évalue peut-être à 2 ou 3 millions en terre étrangère, demandaient un transfert d'une partie de leur patrimoine matériel vers Haïti. On a déjà évalué les biens des Haïtiens en Amérique du Nord à plus de 100 milliards de dollars. Je vous le dis, ça ferait mal au Canada, ça ferait mal au Québec, ça ferait mal aux États-Unis. Et si par impossible, on s'entendait pour faire le grand retour, le retour massif vers le pays natal, ce sont ces pays d'accueil-là qui feraient tout pour nous empêcher de quitter. Alors, l'immigration, je vous le dis, rapporte plus au pays d'accueil qu'au pays d'origine. Donc, quand Donald Trump lance ces fameuses phrases, ces fameuses insultes, à savoir que l'immigrant apporte de la drogue chez nous, il viole nos femmes, il mange le chien, il mange le chat des voisins, il fait tout simplement de la petite politique mesquine. Il va gratter les poils des plus grincheux de son électorat, mais dans la vraie vie, les sociétés d'accueil ont plus besoin des immigrants que les immigrants n'ont besoin des sociétés d'accueil. Je vous ai esquissé un certain nombre de raisons démographiques. Les sociétés occidentales ne font plus d'enfants. Leurs sociétés, n'est-ce pas, sont vieillissantes, donc elles auront besoin de main-d'œuvre pour continuer à faire tourner la machine de l'État. Les sociétés d'accueil ne peuvent pas se passer des compétences qu'on a acquises en partie dans nos pays d'origine et en partie dans leur propre pays. Ces sociétés-là ont besoin de nous, mais si jamais on devait vendre une partie de notre patrimoine matériel, et si on devait transférer cette partie-là vers nos banques dans nos pays d'accueil, dans nos pays d'origine, je vous le jure que ce sont les pays d'accueil qui se mettraient à genoux pour nous supplier de rester chez eux. Alors, c'est tout ce que cette petite vidéo de 2 minutes nous enseigne et je tenais à illustrer cette vérité-là
à l'aide d'exemples tirés du Québec que je connais bien et de quelques exemples des États-Unis. Donc quand Donald Trump lance ses insultes contre les immigrants, c'est parce qu'il ne comprend pas grand-chose aux besoins fondamentaux de cette ère d'accueil qui ne peuvent se passer de nous, les immigrants. Alors, vous avez vu le titre de l'émission de ce matin, USA, Haïti, immigration, Donald Trump ou le retour providentiel des Haïtiens vers Haïti. Si je dis providentiel, c'est que je crois que le retour des Haïtiens que Donald Trump menace de déportation vers Haïti, ce retour-là va être une bénédiction pour Haïti. C'est comme ça qu'il faut le voir. Vous savez, quelle a été et quelle est encore la plus grande victoire du blanc malveillant, de l'occidental malveillant? Il a réussi à nous faire croire qu'on a plus besoin de lui qu'il n'a besoin de nous. J'ai suivi, je vous ai parlé de 2 événements au début de l'émission, l'évolution d'une arrestation d'une personnalité du monde médiatique haïtien. Une arrestation comme on en voit tous les jours. Probablement une petite chicane entre couples. Il en est résulté un bruit et les voisins ont appelé la police. La police vient et procède à l'arrestation pour faire la paix. Et voilà que de cette arrestation découle une menace de déportation de cette personnalité du monde médiatique. Bon, écoutez, c'est pas notre pays d'origine. On risque d'être déporté à tout moment. Il suffit que les législateurs changent les lois pour qu'on soit déportable comme les autres. Mais ce qui m'a fait mal, et surtout ce qui m'a commandé de présenter l'émission sur l'immigration haïtienne, un bref portrait, et comment l'immigration haïtienne a plutôt rapporté au pays d'accueil qu'à Haïti, c'était de voir comment la nouvelle de la déportation possible ou probable de cette personnalité médiatique est perçue comme une malédiction. Bon Dieu, pauvre lui, il sera déporté en Haïti. Qu'est-ce qu'il va advenir de lui? Bon Dieu, c'est comme si tout à coup, ne plus pouvoir mettre le pied aux États-Unis devient la malédiction suprême. En sorte que certains semblent plus craindre la déportation que la mort. Mais depuis quand vivre aux États-Unis est-elle notre seule planche de salut? Depuis quand vivre au Chili, vivre au Brésil, que dis-je, vivre au Canada? Depuis quand vivre au Canada était notre seule planche de salut? Ça, c'est la réussite du blanc malveillant, c'est du bluff. Le blanc malveillant a plus besoin de nous dans son pays que nous n'avons besoin d'être dans son pays. Pour cela, quoi de mieux en tant qu'historien de vous brosser à nouveau un bref portrait historique de l'émigration haïtienne. Vous allez voir que ce goût pour les pays des autres, il est superficiel, il est tout récent, car dans l'ADN de l'Haïtien, le meilleur pays, c'est Haïti. On va donc observer une pause, et au retour de la dite pause, je vais vous brosser ce portrait de l'émigration haïtienne. Et vous y découvrirez de grandes vérités qui portent à réfléchir. Et tenez, mon technicien me rappelle que j'ai oublié de vous demander de boire votre tasse de café. Tenez, même notre café qu'on boit ici, il vient d'ailleurs. Voyez, même pour quelque chose d'aussi simple que le café, il vient d'ailleurs. Autrefois, il venait d'Haïti, mais aujourd'hui, il vient du Brésil, il vient de l'Afrique, etc. Allez, offrez-vous cette tasse de café, cette tasse de thé, et ayons toute notre tête pour regarder la suite de l'émission. À tout à l'heure, les amis. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale
autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Pour parler de l'émigration haïtienne, vous notez la différence. L'émigration, c'est le fait de sortir. Hein? Le préfixe « et » signifie « hors d'eux », tandis que l'émigration, c'est le fait d'entrer. Donc, vu du point de vue de la terre d'accueil, c'est de l'immigration, mais du point de vue du pays du ressortissant immigrant, c'est de l'émigration. Donc, je vais vous présenter un bref portrait historique de l'émigration haïtienne, c'est-à-dire du phénomène par lequel l'Haïtien laisse son pays. Et je vous dirais que l'émigration haïtienne n'est pas naturelle. L'Haïtien est attaché à sa terre. Si vous voulez un exemple de cela, relisez la première constitution d'Haïti, la constitution impériale, celle du 20 mai 1805. Dans cette constitution, le très bien-aimé empereur Jean-Jacques Dessalines, un avant-gardiste, un dieu fait chair, le seul qui soit fait chair d'ailleurs, les autres dieux ne sont que des mythes. Ne parle-t-on pas de Noël ces jours-ci? Bref, de nativité. Allez savoir quand. Alors, je dis, si vous relisez cette première constitution haïtienne, la constitution du bien-aimé empereur Jean-Jacques Dessalines, vous y découvrirez que l'empereur menace de déchéance de la nationalité haïtienne l'Haïtien qui laisse son pays. Cela ne vous surprend-il pas? La première constitution haïtienne dit aux Haïtiens, si vous laissez Haïti, vous perdrez votre nationalité haïtienne. Vous serez déchus de votre nationalité. Pourquoi? Parce que la richesse se trouve dans nos terres. Hein? L'un des premiers hymnes qu'on chantait d'ailleurs, qui a failli être un hymne national, dit ceci, eh bien, notre fortune est là dans nos vallons. Notre fortune se trouve dans notre terre. Donc, lorsque nous avons acquis notre indépendance, à prix de sang, lorsque nous avons conquis notre indépendance, lorsque nous avons battu les armées espagnoles, anglaises et françaises, ce n'était pas pour laisser notre pays, c'était pour y vivre et pour y vivre jusqu'à notre dernier jour. Et la première constitution rappelle qu'on risquait la déchéance de notre nationalité seulement en laissant Haïti. On aimait Haïti, on l'aime encore, mais on voulait y vivre. Et au fait, quand l'Haïtien laissait Haïti, cela faisait peur aux autres. Pourquoi, selon vous? Parce que l'Haïtien était perçu comme porteur de liberté. Il était perçu comme porteur d'indépendance. Il était perçu comme porteur de lutte pour l'autodétermination des peuples. En sorte que quand un Haïtien arrivait dans le port d'un pays étranger, il était tout de suite mis aux arrêts. Pour quelle raison? On dit, si on le laisse chez nous, il va semer les graines de la liberté. Si on le laisse chez nous, il va semer la graine de la fierté humaine. Si on le laisse chez nous, il va semer la graine de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. On l'arrêtait et on le retournait chez lui.
où il était toujours le bienvenu. Donc, dans l'histoire de l'émigration haïtienne, il faut périodiser, il faut partir, mettons, de 1804 jusqu'à 1915. Et je vous dirai ce qui va changer à partir de 1915. Est-ce à dire qu'entre 1804 et 1915, l'Haïtien ne voyageait pas? Il voyageait. Et il faut, là encore une fois, faire une différence, établir le distinguo entre voyage et émigration. L'Haïtien voyageait. Il voyageait pour des raisons commerciales. Nos commerçants se rendaient partout, en Europe, même aux États-Unis, n'est-ce pas, en Amérique, pour soit y vendre, n'est-ce pas, leurs marchandises, ou alors pour importer en Haïti les produits des autres. L'Haïtien voyageait, il voyageait pour des raisons d'affaires, il voyageait aussi pour des études. C'est ainsi, j'aime à rappeler, vous avez sûrement vu le film Titanic. Dans le film Titanic, on nous présente l'acteur principal, Leonardo DiCaprio, pour ne pas le nommer, mais notez qu'il est blanc. Eh bien, il se serait rendu, n'est-ce pas, en France, enfin en Europe, et de l'Europe, il a pris le Titanic pour revenir en Amérique, mais le personnage principal de cette histoire, c'est un noir. Le personnage principal de cette histoire, c'est un Haïtien. Le personnage principal de cette histoire, c'est un Capois de ma ville natale du nom de Joseph Laroche. Ses parents faisaient partie de la bourgeoisie marchande du Cap et on l'envoyait compléter des études, n'est-ce pas, en France. Il devait étudier l'agronomie pour revenir en Haïti, question de rentabiliser les terres familiales. Et voilà, quand tentant de rentrer avec sa famille en Amérique, vers les États-Unis, donc vers New York, et de New York vers Haïti, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire le Titanic a coulé. Bon. Celui qui a réalisé le film, dans son racisme, s'est dit, il a fait le calcul mathématique suivant, il a fait le calcul commercial suivant. Si on fait du personnage principal de ce film un personnage noir, c'est vraiment ça qu'il a raconté dans le magazine Ebony. Il a dit, on sait que cette histoire concerne un noir, on sait que cette histoire concerne un Haïtien, mais on s'est dit, pour des raisons commerciales, si on veut que le film soit vraiment universel, qu'il soit admiré universellement, vous voyez son racisme, il est préférable que le personnage ne soit pas noir, qu'il soit blanc. Parce qu'on disait, écoutez, un film dont le premier personnage est noir ne fera peut-être pas recette, ce que le film Black Panther a démenti, bien sûr. Le film Black Panther a fait, ma foi, des recettes inespérées et inédites au box-office, ce qui fait démentir, justement, le racisme de ce réalisateur blanc. Et ce qu'on a fait de Joseph Laroche dans le Titanic, c'est seulement une illustration de ce qu'on a fait à d'autres Noirs qui ont inventé, qui ont créé, qui ont contribué au développement des peuples occidentaux. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va javeliser le personnage, on va en faire des Blancs comme si les succès ne peuvent provenir que des Blancs. Mais restons-en à l'histoire de l'émigration. Alors je disais, entre 1804 et 1915, l'Haïtien voyageait pour étudier, il voyageait pour affaires, mais il revenait chez lui. Il revenait chez lui. Et vous savez qui va casser ça? Les Américains. Les Américains vont arriver chez nous en 1915. Ils vont vouloir contrôler la population, ils vont vouloir contrôler notre système éducatif. Ils vont vouloir casser la résistance anti-américaine haïtienne, et c'est une résistance qui demeure. J'aime bien le dire à Donald Trump, il faut lui dire. L'Haïtien va aux États-Unis parce que les États-Unis ont contribué à déstabiliser son pays, mais l'Haïtien est fondamentalement anti-américain. En sorte que quand l'ambassadeur américain se permet de s'ingérer dans nos affaires personnelles, dans nos affaires souveraines, il goûte une fois de plus, une fois encore, à notre anti-américanisme.
On vit chez vous parce qu'on est obligé de vivre chez vous, parce que vous avez contribué à déstabiliser notre pays. Mais faites-moi confiance, le meilleur pays pour nous, ce n'est pas USA, ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada non plus, ce n'est pas la France, ce n'est pas le Chili, ce n'est pas le Brésil. On est obligé d'y être parce que vous avez contribué à déstabiliser notre pays, mais le meilleur pays pour nous, ça demeure Haïti. C'est mon cas, exemple. Alors, à partir de 1915, les Yankees, avec leurs grosses bottes, c'est des gens qui arrivaient du sud des États-Unis, donc racistes de par leur culture, ils se disaient, la seule façon pour nous de contrôler ce pays-là, c'est de commencer par disperser sa population qui refuse de laisser ce territoire. Comme par hasard, en République dominicaine, donc la République voisine, il y avait des champs de canne à sucre qui appartenaient à des intérêts américains, car les industries sucrières dominicaines, tout comme les industries sucrières cubaines, appartenaient alors aux Américains. Dans le cas de la République dominicaine, ça appartient encore en grande partie aux Américains. Et les Américains, je vais peser mon mot, vont forcer les paysans haïtiens à quitter Haïti pour aller couper la canne à sucre en République dominicaine et à Cuba. En sorte que dans l'histoire de l'émigration haïtienne, le premier jalon qu'il nous faut poser, la première périodisation, part de 1915 à 1928. Qu'est-ce qui va se passer en 1928? Je vais vous le dire. Alors, de 1915 à 1928, les Américains battaient les paysans haïtiens. Ils expoliaient, n'est-ce pas, leurs terres pour les forcer à laisser Haïti vers Saint-Domingue et vers Cuba. Et c'est ainsi donc que de 1915 jusqu'à 1928, les Américains nous imposaient l'émigration. En 1928, vous le savez, il y a eu la crise du sucre. Donc, les compagnies sucrières, les intérêts américains qui produisaient du sucre en République dominicaine et à Cuba, laquelle production de sucre, n'est-ce pas, avait besoin de la main-d'œuvre haïtienne, ces compagnies-là se sont effondrées à la bourse de New York, et les Haïtiens qui vivaient en République dominicaine, les Haïtiens qui vivaient à Cuba, commençaient à rentrer chez eux. Or, nous sommes encore sous l'occupation américaine, puisque cette maudite occupation va durer, en théorie, jusqu'en 1934. Et le département d'État s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire de ces Haïtiens, de cette main-d'œuvre haïtienne qui nous a été tellement utile en République dominicaine, qui nous a été tellement utile à Cuba. Et là, le département d'État, et je le dis, c'est écrit dans les notes du département d'État, si vous vous intéressez à l'histoire de l'émigration haïtienne, le département d'État s'est dit, il nous faut désormais, je cite textuellement le département d'État, transformer la population haïtienne en une main-d'œuvre taillable et corvéable pour tous les pays de la région, pour tous les pays d'alentour. Et c'est ainsi donc qu'à compter de 1928, on ne va pas retrouver des Haïtiens uniquement en République dominicaine pour couper la canne, uniquement à Cuba pour couper la canne. On va commencer à retrouver des Haïtiens aux Bahamas, on va retrouver des Haïtiens en Martinique, on va retrouver des Haïtiens à Curaçao, on va retrouver des Haïtiens en Guadeloupe. Donc, avez-vous besoin de la main-d'œuvre corvéable, n'est-ce pas, et taillable à merci? Voilà, nous avons des Haïtiens pour vous. Et les Américains empêchaient les paysans qui voulaient rentrer chez eux de le faire. Et même ceux qui n'avaient jamais laissé Haïti étaient forcés par les Américains de laisser Haïti vers les pays d'alentour pour servir de main-d'œuvre taillable et corvéable à merci.
Merci. Avant 1915, l'Haïtien voyageait pour affaires et pour des études, mais n'émigrait pas. De 1915 à 1928, émigration forcée par les Américains, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre en République dominicaine et à Cuba. Et ça va durer de 1928 à 1934. Les Américains sont partis en 1934 et le phénomène de l'émigration va être apaisé. Bien sûr que l'État haïtien, il faut dire la vérité, de 1928 à 1960 va entrer dans cette émigration forcée, puisque l'État haïtien, il faut dire toute la vérité, va signer un contrat avec la République dominicaine pour y envoyer des travailleurs, suivez mon regard, pour y couper de la canne à sucre. Et l'argent qu'on donnait à l'État haïtien devait aider à compenser auprès des familles de ces travailleurs leur départ. Mais les Haïtiens n'ont jamais vu la couleur de cet argent, puisque c'était resté dans les coffres des divers présidents haïtiens. On parle de Magloire, entre autres, et on parle bien sûr des Duvalier. Il faut dire toute la vérité. On continue à périodiser. En 1960, dans les années 60 plutôt, fin des années 50, début des années 60, on va connaître un autre type d'émigration haïtienne. Si de 1915 à 1934, c'était une émigration forcée, une émigration de main-d'œuvre non qualifiée, eh bien, à compter des années 60, il faut parler d'une émigration politique. Pourquoi? Parce que François Duvalier percevait chez les professionnels haïtiens un bastion d'opposants. Par professionnel, on entend des avocats. Par professionnel, on entend des professeurs. Par professionnel, on entend des médecins. Par professionnel, n'est-ce pas, on entendait des cadres. Et notez bien comment cette volonté des Américains de faire des Haïtiens une main-d'œuvre pour tous les pays d'alentour va évoluer vers le continent mère. Si vous connaissez votre histoire générale, vous saurez que les années 50, 1950, 1955, début des années 60, ces années-là sont marquées par un phénomène qu'on appelle pompeusement la décolonisation de l'Afrique. Au terme de lutte sanglante de la part de nos frères africains pour forcer les Français, pour forcer les Belges, pour forcer les Allemands, pour forcer les Anglais à laisser l'Afrique, eh bien, ces colonisateurs qui ne peuvent pas se passer de nous vont imaginer quelque chose qu'on va appeler la décolonisation. La France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne ont décidé abruptement de laisser l'Afrique, mais non sans menacer les populations de vide. Les Français et les Belges, exemple, ont dit, écoutez, nous allons laisser le Congo, nous allons laisser le Zaïre, mais nous allons laisser avec nos cadres. Donc vous n'aurez personne pour vous former dans vos écoles, vous n'aurez personne pour vous aider à construire vos infrastructures. Et d'un jour à l'autre, les Belges, les Français ont laissé le Zaïre, ont laissé le Congo, etc. Et l'ONU qui venait d'être créée en 1945, n'est-ce pas? Après la seconde grande guerre tribale entre les Européens, avait besoin, cette fois-ci, de main-d'œuvre qualifiée pour aller former nos frères africains. On avait besoin de cadres qualifiés pour lancer les infrastructures et gérer les infrastructures dans ces pays qui ont été abruptement délaissés par les Français, les Belges, les Anglais, les Allemands, pour ne citer qu'eux. Et devinez où les Nations Unies sont allées chercher cette main-d'œuvre qualifiée. Je vous le donne en mille, en Haïti. Et on nous dit, l'histoire nous dit que tous les jours, deux grands cargos
n'est-ce pas, qui appartenait aux Nations Unies, atterrissait sur le tarmac de l'aéroport haïtien et repartait rempli avec des professeurs, des avocats, des médecins vers les rives africaines parce que l'Afrique venait d'être décolonisée et elle avait besoin de cadres haïtiens. Quelle ne fut ma fierté lors de mon dernier voyage en Afrique, mais mon premier en Afrique de l'Ouest, de rencontrer, exemple, le ministre de la Culture du Togo, qui m'a dit, écoutez, moi, monsieur, mes meilleurs professeurs étaient des Haïtiens. Le ministre des Finances m'a dit la même chose. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait le voyage depuis la Côte d'Ivoire pour venir assister, n'est-ce pas, à ce 9e congrès et qui fut tellement heureux de me dire, écoutez, moi, mes professeurs sont des Haïtiens. Il y en a même qui m'ont dit, écoutez, moi, mes parents sont Haïtiens. Ils sont arrivés, n'est-ce pas, en Afrique à la fin des années 50. Ils ont construit une famille et moi-même, je suis le fils d'un couple haïtien. Donc, voyez, exactement ce que les Américains avaient voulu faire de nous, une main-d'œuvre, n'est-ce pas, pour tous les pays, sauf pour Haïti, cela s'est poursuivi dans les années 60, ce qui correspond ou qui coïncide avec la décolonisation de l'Afrique. Donc, dans les années 60, on va avoir plutôt une émigration politique. Ceux qui étaient formés étaient perçus comme des ennemis de Duvalier. Donc, Duvalier les laissait partir avec la complicité de la communauté malveillante internationale. On se rendait en Afrique pour aider, tant mieux, nos frères africains. Et dans cette périodisation de l'émigration haïtienne, il faut parler des années 80. Qu'est-ce qui va se passer dans les années 80? Eh bien, on va découvrir tout à coup la peste porcine africaine. Une maladie qui ravageait le cheptel porcin et pour protéger, encore une fois, le cheptel américain, le département d'État, toujours le département d'État, se servant, n'est-ce pas, du département de l'agriculture, faisait obligation à Haïti de se séparer, de se débarrasser du cheptel porcin paysan. L'économie paysanne haïtienne dans les années 80 reposait en grande partie sur le cheptel porcin. Grâce à ces cochons, vous savez, c'est pour des raisons de marketing qu'on a changé le mot cochon en porc. Parce qu'on dit que cochon faisait malpropre. Si on continue à vendre de la viande de cochon, les gens hésiteront à manger, alors appelons ça porc. Et là, ça se vend mieux. Ces spécialistes du marketing nous prennent tous pour des imbéciles. Et donc, à partir des années 80, à la faveur de cette peste porcine africaine, eh bien, les États-Unis d'Amérique vont faire pression sur le gouvernement haïtien de Jean-Claude Duvalier pour forcer les paysans haïtiens à se débarrasser de leur cheptel porcin. Si vous êtes haïtien, vous savez. Et si vous ne le savez pas, sachez qu'aujourd'hui, jusque dans les années 80, le paysan vivait en toute autarcie. Tout ce dont il avait besoin pour vivre, tout ce dont il avait besoin pour élever sa famille se trouvait dans sa cour arrière. Il avait tout ce dont il avait besoin pour se nourrir et grâce à son cheptel porcin, donc ses cochons, il pouvait envoyer ses enfants à l'école en ville. Quand le moment était venu pour sa première fille de se marier, il n'avait qu'à vendre 2 ou 3 cochons et il avait suffisamment d'argent pour procéder aux dépenses du mariage. Et quand l'enfant devait poursuivre des études, soit à Port-au-Prince ou en terre étrangère, il n'avait qu'à vendre 3 ou 4 cochons et il avait suffisamment d'argent pour faire tourner sa famille. Donc, le paysan haïtien vivait en autarcie. Mais aussi longtemps qu'on vivait en autarcie alimentaire, on n'achetait pas le foutu riz américain. Aussi longtemps qu'on vivait en autarcie alimentaire, on n'achetait pas les viandes importées, les poules pourries de la République dominicaine. Et donc,
le département d'État qui est toujours en quête d'un moment, d'un événement pour mettre notre pays à genoux avec la complicité de nos dirigeants sous fifre. C'était le cas du gouvernement de Jean-Claude Duvalier. On a profité donc de cette peste porcine pour déstructurer l'économie paysanne haïtienne. On pourchassait le paysan haïtien, on le persécutait, on le menaçait d'arrestation et d'emprisonnement s'il refusait de se débarrasser, c'est-à-dire de tuer son cheptel porcin. Et par quel cochon allait-on remplacer le cochon créole du paysan par des cochons qui arrivaient de la Jamaïque, des cochons qui arrivaient d'ailleurs et qui ne se nourrissaient pas des produits du terroir? Ça, c'est un autre avantage. Le cochon haïtien était à ce point inculturé, il était à ce point acclimaté à notre culture qu'il mangeait tout ce dont on se débarrassait. Or voilà que, après l'avoir tué, ce cochon créole, nous avons dû importer les cochons des autres et qui avaient besoin de nourriture spéciale, qui coûtait extrêmement cher. Le paysan haïtien n'avait pas les moyens d'acheter cette nourriture spéciale pour les cochons des autres. Et le cochon des autres avait de la difficulté à s'acclimater chez nous. Que s'est-il passé selon vous? Le paysan a commencé à laisser la campagne haïtienne pour aller vivre à Port-au-Prince. Et donc, la surpopulation haïtienne va commencer avec ce phénomène-là. Et réalisant qu'il n'y avait pas moyen de vivre à Port-au-Prince, les paysans haïtiens vont commencer à prendre des petits bateaux de fortune pour se rendre aux Bahamas, pour se rendre à Miami. Ainsi va naître le phénomène des boat people. Et donc, à partir des années 80, on parle d'un autre type d'émigration, ce qu'on appelle l'émigration économique, encore une fois forcée. Les Américains ont profité de cette peste porcine pour déstructurer l'économie paysanne haïtienne, et à partir de cette déstructuration, induite par les Américains, mais avec la complicité des dirigeants haïtiens, les paysans haïtiens vont prendre des petits bateaux de fortune par dizaines dans un premier temps, par centaines dans un deuxième temps, par milliers dans un autre temps, et se rendaient aux Bahamas, et se rendaient à Curaçao, et se rendaient à Miami. Et donc, on va parler du phénomène des boat people. Ça, c'est jusque dans les années 80. Ça, c'est pour les États-Unis. C'est pour les pays des Antilles. Entre-temps, le Canada va ajuster ses politiques d'immigration maintenant. À la fin des années 70, un certain Pierre Elliott Trudeau va faire adopter en Chambre ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la politique de la réunification familiale du Canada. Entre-temps, les Haïtiens qui sont allés, les cadres haïtiens qui sont allés en Afrique, qui sont allés en Europe pour étudier, cherchaient à venir en Amérique. Et le Canada les a accueillis. À la fin des années 70, début des années 80, il fallait ajuster la politique officielle de l'immigration canadienne de manière à permettre à ces immigrants-là d'accueillir leurs familles. Et c'est ainsi donc que, à compter des années 80, fin des années 70, début des années 80, on va donc assister à un autre type du phénomène d'émigration haïtienne qu'on va appeler l'émigration familiale. Les gens qui ont quitté dans les années 60, qui ont quitté dans les années 70, ont désormais besoin de faire entrer leur famille, et des femmes avec des enfants vont laisser Haïti. Donc vous notez à chaque fois, l'Haïtien ne quitte pas de par lui-même. Il y a toujours des push factors, pour reprendre la formule de notre ami le docteur Lucien Prophète, qui l'oblige à quitter, et presque au même moment, les pays d'accueil ajustent leur politique d'immigration par des pull factors pour faire en sorte que cette main-d'œuvre, qualifiée ou non, mais cette contribution démographique leur soit profitable. Nous sommes dans les années 80. À partir des années 90, on va assister
à une autre forme d'émigration en ce qui concerne Haïti. On verra en quoi elle consiste. Arrêtons-nous ici. À tout à l'heure, les amis. Donc, avant la pause, je vous avais dit qu'à compter des années 90, il va y avoir une autre forme, un autre type d'émigration haïtienne. Tenez, si je dis un certain Jean-Bertrand Aristide, ça vous dit quelque chose? Tenez, bien sûr. Au grand désarroi, aux grandes dames des Américains et de la communauté, d'une certaine communauté internationale malveillante. Donc, aux grandes dames, au grand désarroi, le département d'État n'avait pas anticipé l'élection d'un certain Jean-Bertrand Aristide, prêtre populaire, mais extrêmement populaire, probablement le président le plus populaire de toute l'histoire d'Haïti. Vous aimerez ou n'aimerez pas l'homme, mais il faut lui donner cela. Un homme au discours marxisant, un homme au discours gauchisant, la théologie de la libération battait son plein dans les années 70-80, etc. Et Jean-Bertrand Aristide en est le porte-parole. Moi, je me souviens, je suis en train en ce moment-là, fin des années 80, de terminer mes études secondaires. Et à chaque fois que Jean-Bertrand Aristide prêchait depuis sa paroisse Saint-Jean-de-Bosco à Port-au-Prince, eh bien, c'est Haïti qui résonnait. Et une fois, enfin, il est revenu en alma mater, il est revenu au collège Notre-Dame où j'étudiais alors. L'homme est venu présenter une conférence de presse et le temps pour lui de présenter cette conférence de presse, bon Dieu, c'est toute l'armée d'Haïti qui débarquait pour chasser les étudiants parce qu'on craignait l'homme. Plus on le craignait, plus populaire il était devenu. Et contrairement aux prévisions du département d'État, Jean-Bertrand Aristide est élu président d'Haïti. Bon. Avec la complicité, que dis-je, sur la commande américaine, les militaires haïtiens vont renverser Jean-Bertrand Aristide. Je parle de Raoul Cédras, je parle de... comment il s'appelle l'autre salopard là, Michel, le dealer de drogue. Mais avec la complicité de la classe d'affaires, les Bidjo, les Aped, toujours les mêmes saloperies, Jean-Bertrand Aristide sera chassé dans un premier temps du pouvoir. Et il est chassé du pays, mais ses partisans, qui étaient nombreux, que disent majoritaires, n'en démordaient pas. Ils résistaient par toutes sortes de façons. Ils utilisaient les techniques les plus ingénieuses que les autres pour forcer le retour de Jean-Bertrand Aristide. Entre-temps, on est sous le gouvernement de George Bush père et l'État américain va donner instruction à l'armée haïtienne de mater dans le sang la résistance haïtienne en vue du retour de Jean-Bertrand Aristide. Donc, cette répression-là va forcer un bon nombre d'Haïtiens à laisser Haïti vers Bahamas, vers Martinique, vers Guadeloupe et surtout vers la Floride. Donc, on va assister dans les années 90 à un retour de ce qu'on appelle l'émigration politique, ce qui n'est pas sans vous rappeler l'émigration des années, ma foi, 60 sous Duvalier, quand les cadres, les professionnels laissaient Haïti vers l'Afrique parce que Duvalier n'en voulait pas. Donc c'était une émigration politique et là,
on va retrouver cette même forme d'émigration politique au début des années 90, lors du premier renversement de Jean-Bertrand Aristide par les forces armées. Les forces armées vont mater dans le sang la résistance haïtienne pour le retour de Jean-Bertrand Aristide, et ceux qui n'en pouvaient plus prenaient là encore, des petits bateaux de fortune pour se rendre aux États-Unis d'Amérique. Donc, vous notez qu'il y a comme un retour des mêmes formes, n'est-ce pas, d'émigration à compter des années 90. Bon, de 90 à 2004, le Canada va ajuster, là encore, ah oui, c'est toujours le cas, le Canada va ajuster là encore ses politiques d'émigration. Qu'est-ce qui va se passer? Le Canada va inventer pour les Haïtiens ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la résidence pour les travailleurs qualifiés. Qu'est-ce que c'est que la résidence pour les travailleurs qualifiés? Dès que vous aviez un diplôme post-secondaire, que vous aviez un métier, que vous aviez une expérience professionnelle, le Canada vous offrait la résidence permanente avec toute votre famille. Donc vous notez encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pas pour rien que je tenais à vous brosser le portrait en périodisant à chaque fois. Eh bien, il y a eu sous Duvalier une émigration politique qui faisait fuir, n'est-ce pas, les cadres vers l'Afrique dans un premier temps et dans un deuxième temps vers l'Amérique, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis. Au début des années 90, on va assister à ce retour de l'émigration politique parce que on va faire fuir, n'est-ce pas, les partisans de Jean-Bertrand Aristide vers les États-Unis, et une dizaine d'années plus tard, le Canada va attirer les cadres haïtiens par son fameux programme de résidence pour les travailleurs qualifiés. Et c'est de là, écoutez-moi bien, que va dater cette statistique qui révèle l'hémorragie des cerveaux haïtiens. C'est vraiment, écoutez-moi bien, depuis le début des années 2000, ce qui a bénéficié au Canada, que 85% de tous les Haïtiens qui finissent leur secondaire laissent Haïti dans les 5 années qui suivent. Je reprends. Voyez? La complicité entre push factors et pull factors. Push factors, il y a des phénomènes internes qui vous poussent à quitter votre pays, d'où le verbe push, pousser. Et au même moment, les pays occidentaux, qu'on appelle improprement terre d'accueil, ajustent leur politique d'immigration par des pull factors pour vous attirer. D'où le verbe pull en anglais. Donc, au même moment où les partisans de Jean-Bertrand Aristide laissaient Haïti forcés par la répression de l'armée, n'est-ce pas, haïtienne, le Canada va retoucher sa politique d'immigration pour inventer ce qu'on appelle la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés. Et donc, à compter des années 2000, 85% des Haïtiens qui font des études post-secondaires, c'est-à-dire qui finissent leur bac 2, donc ce qu'on appelait autrefois la philo, et qui fréquentent l'université, qui vont à l'INAGUE, qui vont à la faculté des sciences, qui vont étudier le nursing, 85% d'entre eux vont laisser Haïti dans les 5 années qui suivent leur diplomation pour venir où, selon vous? Au Canada, où je vis, pour aller aux États-Unis. Donc, vous notez que l'émigration, dans le cas des Haïtiens, dans le cas des Africains, est plus utile au pays d'accueil qu'elle n'est utile au pays d'origine. Mais vous me direz, ah ouais, mais c'est pas leur faute. C'est aussi leur faute, les amis. C'est aussi leur faute. Le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, il a été commandé par qui? Par le département d'État. Bien sûr, avec la complicité des militaires haïtiens. Mais ne me dites pas que c'est pas la faute des États-Unis. Ne me dites pas que c'est pas la faute du Canada. En 2004, lorsque Jean-Bertrand Aristide va subir son deuxième coup d'État, ce qui va
favoriser le départ, n'est-ce pas, des Haïtiens qualifiés vers le Canada, vers les États-Unis. Ne me dites pas que c'est pas leur faute. Ce coup d'État-là, il a été conçu dans les officines d'Ottawa, dans un endroit qu'on appelle le lac Meech, où le Canada avait juré depuis 2003 que Jean-Bertrand Aristide ne verrait pas la fin de 2004. Et donc le Canada, la France et les États-Unis ont contribué à déstabiliser la culture haïtienne, à déstabiliser le pays, ce qui favorise par le fait même, push factors, le départ des Haïtiens, et au même moment, ils ajustent leur politique d'immigration pour attirer les cadres. Le Canada est le premier bénéficiaire du départ massif des Haïtiens de leur pays d'origine. Ah, vous savez que les Blancs volent en meute. Le Brésil va regarder ça, il va dire, mais putain de merde. Le Canada a créé une politique pour attirer les cadres, pour attirer ceux qui ont un métier, ceux qui ont un diplôme. Mais moi, bientôt, à partir des années 2000, je vais accueillir le mondial. Un certain président Lula passe instruction à son ambassadeur en Haïti pour lui dire, écoutez, enfin, il était sur sa fin de règne et comme on le sait, il sera remplacé par cette femme-là dont j'oublie le nom. Et donc, au même moment, le Brésil va accueillir le mondial. Nous sommes au début dans les années 2000. Pour accueillir le mondial, on a besoin de construire d'autres stades, on a besoin de construire d'autres hôtels, on a besoin de construire d'autres routes et le Brésil ne suffit pas en main-d'œuvre. Je vous le donne en mille. Devinez où on va aller chercher la main-d'œuvre? En Haïti. L'ambassadeur du Brésil a fait une déclaration à la radio disant que le Brésil est prêt à accueillir sans visa tous les Haïtiens. Nous étions peut-être 10 millions en ce moment-là. Et au début des années 2000, les amis, nous étions sous Préval. Il y avait, je vous donne les chiffres, jusqu'à 1500 Haïtiens qui quittaient Haïti par jour vers le Brésil. Jusqu'à 1500 Haïtiens qui quittaient Haïti vers le Brésil. Parce que le Brésil avait besoin, encore une fois, n'oubliez pas, la prophétie du département d'État, c'est même pas une prophétie. N'oubliez pas la programmation du département d'État qui avait dit que la population haïtienne doit servir de main-d'œuvre taillable et corvéable pour tous les pays d'alentour dans un premier temps et finalement pour tous les pays du monde. La Banque mondiale a déjà dit d'Haïti qu'Haïti c'est le premier pays exportateur de cerveau. Nous n'exportons peut-être plus de café, mais nous exportons nos cerveaux pour faire le développement des autres. Et donc je dis, sous la fille qui a remplacé Lula, là vous trouverez son nom, il y avait, tandis que le Brésil construisait des infrastructures pour accueillir le mondial, il y avait jusqu'à 1500 Haïtiens qui quittaient Haïti par jour. Alors là, vous demandez à qui ça sert, mais ça sert pas à Haïti, ça sert au Brésil. Lorsque le Brésil a pu bénéficier de cette main-d'œuvre, mais qu'il n'en avait plus besoin parce que bon, on est entré en récession par la suite, le taux de chômage a commencé à grimper, eh bien, les Brésiliens ont commencé à voir dans les Haïtiens des boucs émissaires. Puisque je vous ai dit que les Blancs volent en meute, quel autre pays va doubler le Brésil et va le coiffer au poteau? Le Chili. Le Chili va faire exactement la même déclaration. Le Chili va faire exactement la même offre que le Brésil. Je suis prêt à accueillir autant d'Haïtiens qu'il y en a et sans visa. Et donc, on va assister à une mutation de la main-d'œuvre non qualifiée des Haïtiens vers le Brésil, vers la main-d'œuvre non qualifiée des Haïtiens vers le Chili. Nous sommes dans les années 2000, juste avant le tremblement de terre. Le tremblement de terre nous a frappé en 2010.
on a perdu l'équivalent d'un demi-million de nos compatriotes, mais cette catastrophe humaine représente une main-d'œuvre pour les pays étrangers. Qu'est-ce que vous pensez que le Canada va faire? Bien sûr, le Canada va imaginer une immigration humanitaire. Suivez mon regard. Le Québec de Jean Charest est tellement touché par nos souffrances, je n'en disconviens pas, qu'il va nous voler nos cerveaux. Le Québec va retoucher sa politique d'immigration pour permettre donc aux Haïtiens de faire venir leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, leurs cousines, leurs chiens, leurs chats, leurs poules, tout ce que vous voulez. Et donc, en un temps record, sous prétexte de l'immigration humanitaire, le Québec va encore saigner Haïti de ses cerveaux. Nous sommes dans les années 2010 et les États-Unis qui regardent cela, qui disent, écoutez, l'immigration humanitaire permet comme par hasard au Canada de piquer plein de cerveaux haïtiens. Que va faire Biden selon vous après l'assassinat de Jovenel Moïse? Biden voyait bien que les Haïtiens commençaient à être mécontents de la gestion du PHTK, de la gestion du pays par le PHTK. Qui dit PHTK dit qui? Bill Clinton. Qui dit Bill Clinton dit qui? Le département d'État. Bill Clinton continuait de contrôler le département d'État, même sous Biden, avec Anthony Blinken. Qu'est-ce qui va se passer selon vous, les amis? Le département d'État va imaginer un programme humanitaire, suivez mon regard, au terme duquel des Haïtiens vont pouvoir venir aux États-Unis s'ils avaient un parent qui en faisait la demande. Et ils arrivaient parfois même sans visa, on leur donnait le visa sur le territoire américain. Mais, si vous pensez qu'il n'y avait rien que l'économie en jeu, détrompez-vous, c'était surtout de la politique. L'ambassade américaine y est allée de cette menace. Si vous voulez voyager grâce au programme Biden, vous ne devez pas participer aux manifestations antigouvernementales d'Ariel, car si on a vos photos comme étant un résistant, comme étant un opposant à Ariel, vous ne pourrez pas bénéficier du programme Biden. Il n'a fallu que l'ambassadeur américain fasse sa déclaration pour qu'il n'y ait plus de manifestations anti-Ariel, car le gouvernement d'Ariel, gouvernement de PHTK, c'était le gouvernement du département d'État. Donc, ce programme humanitaire Biden n'a pas été créé pour aider Haïti, il a été créé pour répondre aux besoins de main-d'œuvre non qualifiée du marché américain, mais surtout pour casser la résistance, pour casser, n'est-ce pas, l'opposition à Ariel. Et donc voilà que un Donald Trump a fait campagne contre ce programme. Grand bien lui soit. Je regrette que des familles haïtiennes qui se sont créées entre-temps aux États-Unis doivent être déportées vers Haïti. Je le regrette pour chaque individu qui est affecté par cela. Mais globalement, les amis, et c'est à cela que je voulais vous amener, ça va aider Haïti, je vous le dis. Au fait, Donald Trump, malgré sa méchanceté, malgré sa xénophobie, malgré son racisme, malgré son anti-haïtianisme primaire que je réprouve de toutes mes forces, Donald Trump travaille pour Haïti. Il s'en rend même pas compte, l'imbécile. Pourquoi? En chassant des milliers d'Haïtiens qui savent désormais comment fonctionne un pays, qui ont désormais goûté à ce qu'on appelle l'autonomie financière, car ils ont divorcé d'avec l'habitude de l'envoi-moi. Vous savez, quand l'Haïtien est en Haïti, il attend à chaque mois qu'on lui envoie le premier de chaque mois un $20, un $30. Là, désormais, il a son fric. Il a travaillé. Il sait comment devrait fonctionner un pays. Lorsqu'il va retourner en Haïti, je vous donne ma main à couper.
Il va obliger les politiciens haïtiens à changer de mode de gouvernance. Il va refuser de voter pour les mêmes foutus politiciens haïtiens qui nous ont foutus dans ce trou de merde, pour reprendre la formule de Donald Trump. Ils n'accepteront plus de vivre, n'est-ce pas, dans le blackout 24/24, alors que des verbes de ce monde gagnent, n'est-ce pas, des millions de dollars par mois pour fournir l'électricité. Ils vont arriver avec un pécule, ils vont arriver avec leur économie. Donc, ils vont réinjecter cet argent-là dans l'économie haïtienne et vont exiger que l'État offre des services. Mais pire, ou mieux pour nous, ces gens-là qui vont être déportés en Haïti vont trouver des endroits pour vivre. Ils vont devoir trouver des endroits pour vivre. Donc, le plan des Américains, le plan traditionnel des Américains de chasser Haïti d'Haïti va être arrêté par l'anti-haïtianisme de certains Donald Trump, car plutôt que de faciliter désormais le départ des Haïtiens d'Haïti, il va faciliter le retour des Haïtiens vers Haïti. Et je vous ai dit 3 fois déjà plutôt qu'une, que les Blancs font tout en meute. Vous voyez ce que Trump est en train de faire aux Haïtiens aux États-Unis, le Canada va le faire aussi. Ah oui, il se copie toujours. Les Français vont le faire aussi, en pensant qu'ils nous font mal. La meilleure des choses qui puisse arriver à Haïti, c'est le retour massif des Haïtiens vers Haïti. C'est avec le cerveau qu'on fait le développement. Je vous ai dit que par la faute du Canada et la complicité des politiciens haïtiens, depuis les années 2000, le début des années 2000, 85% des Haïtiens qui font des études postsecondaires laissent Haïti dans les 5 prochaines années. À qui cela profite-t-il? Aux Canadiens, aux Américains. Alors, les déportés de Donald Trump, vous serez la planche de salut d'Haïti. Et pour nous, qui sommes encore en terre étrangère, nous devons vous remercier, car vous allez retourner avec votre argent, vous allez retourner avec un certain savoir-faire, vous allez retourner avec un savoir-être, et vous allez être exigeant vis-à-vis des politiciens véreux, et vous allez dire, puisque nous n'avons pas de pays de rechange, puisque nous n'avons plus de pays d'accueil, ce pays-là d'Haïti doit fonctionner. La nécessaire révolution de la population haïtienne, la nécessaire révolution d'Haïti, le nécessaire soulèvement des Haïtiens va commencer avec la déportation des Haïtiens des États-Unis vers Haïti. Le Chili voudra probablement suivre l'exemple de Donald Trump. Le Brésil va vouloir suivre l'exemple de Donald Trump. Le Canada, après quelques hésitations, va vouloir suivre l'exemple aussi de Donald Trump. Ce qu'un blanc fait, les autres le font, je vous le dis. Ils volent en meute. Ils font de l'injustice en meute. Et ce qu'ils pensent être une malédiction va être finalement une bénédiction pour Haïti. Savez-vous pourquoi? C'est avec le cerveau qu'on fait le développement. Les Blancs font toujours ça. Ils ont déstabilisé la Syrie au motif que c'était la population syrienne qui se soulevait contre Bachar al-Assad. L'Allemagne a volé 1 million de Syriens. 1 million d'ingénieurs, 1 million de médecins, 1 million de Syriens qui faisaient partie de la classe moyenne et qui sont pour la plupart des universitaires. À terme, à qui ce million de Syriens va-t-il profiter? À la Syrie ou à l'Allemagne? C'est exactement ce que les États-Unis ont fait. Quand Donald Trump chasse les immigrants, c'est parce qu'il ne connaît pas l'histoire. Si les États-Unis sont aujourd'hui une puissance en technologie, c'est entre autres grâce aux Allemands. Vous le savez ça? Les États-Unis ne se seraient jamais rendus sur la Lune si tant est qu'ils s'y soient rendus. Les États-Unis n'auraient jamais eu la bombe atomique avant tout le monde, n'était la contribution de ceux que les Allemands ont chassés. Quand vous dites Einstein, quand vous dites, n'est-ce pas, quand vous parlez de ces scientifiques qui ont aidé les États-Unis à créer la bombe atomique, ils viennent tous de l'Allemagne. C'est l'immigration qui fait le développement.
des Américains. Et les Américains ne se seraient jamais rendus sur la Lune s'ils n'avaient accueilli des nazis, des ingénieurs nazis qui travaillaient pour Hitler, qui ont donc assassiné des Juifs et à qui les Américains ont donné une petite sentence bonbon de 6 mois, de 4 mois et qui ont rapidement travaillé pour la NASA pour donner aux Américains une avance technologique. Voyez-vous, l'immigration rapporte toujours plus au pays d'accueil qu'au pays d'origine. Alors, fasse le ciel que Donald Trump nous chasse, fasse le ciel que Mark Carney nous chasse, fasse le ciel que Emmanuel Macron nous chasse, vivement le retour providentiel vers Haïti, car c'est avec des cerveaux qu'on fait le développement, et maintenant que nos cerveaux se trouvent à l'extérieur, fasse le ciel qu'un gouvernement raciste comme celui de Trump provoque le retour massif des Haïtiens pour développer Haïti. Vive Haïti, les amis, vive le peuple haïtien. J'espère vous avoir été utile. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Perdre un visa, ce n'est pas perdre la vie. Retournez dans votre pays, faites-le avec dignité et commencez ce développement. Commencez cette nécessaire évolution. Haïti sera, qu'on le veuille ou non, le phare des nations, ce qui correspond à sa vocation. Bonne semaine, les amis. À la semaine prochaine. Au revoir.